Le sanctuaire des mirages, Goodnight Mommy. Dans une villa d'architectes aux lignes froides et épurées, perdue au milieu des champs de maïs, le silence est roi. Elias et Lucas, deux jumeaux fusionnels, trompent l'ennui en explorant les environs, attendant avec une impatience mêlée d'angoisse le retour de leur mère. Lorsqu'elle franchit enfin le seuil, le choc est brutal. Son visage n'est plus qu'un dôme de gaz blanche, ne laissant apparaître que deux yeux injectés de sang et une bouche figée. Elle prétend avoir subi une chirurgie réparatrice, mais pour les garçons, l'anomalie est ailleurs. Cette femme n'a plus la douceur d'autrefois. Elle impose un silence monacal, punit avec une sévérité arbitraire et, plus troublant encore, semble ignorer l'existence de Lucas, ne s'adressant qu'à Elias. La complicité des jumeaux se transforme en un front de résistance. Ils commencent à douter de son identité. Est-ce une usurpatrice? Une créature ayant volé la voix et la maison de leur mère? La tension monte jusqu'à l'insoutenable lorsque les enfants décident de passer à l'action pour retrouver la vraie maman. Ils ligotent la femme, utilisent la torture psychologique et physique, persuadés que la douleur finira par briser son masque. Le dénouement est un gouffre émotionnel. La femme n'est pas une imposteuse. Elle est une mère brisée par un deuil que son fils refuse de voir. Lucas est mort bien avant le début du film, dans un accident tragique. Elias, incapable de supporter cette réalité, a scindé son esprit en deux, projetant l'image de son frère disparu pour ne pas être seul. La mère, dans sa douleur, essayait simplement de forcer Elias à accepter la mort de Lucas, ce qui expliquait son apparente froideur. En mettant le feu à la maison pour éliminer l'ombre, Elias tue sa véritable mère et finit par s'enfoncer dans sa propre hallucination, rejoignant les spectres de sa famille dans les champs de maïs en flammes. 2. Le sombre dessein des Armitages. Get Out. Chris Washington, un photographe talentueux, appréhende le séjour dans la propriété isolée des parents de sa petite amie, Rose. Bien qu'elle le rassure sur l'ouverture d'esprit de sa famille, l'accueil est étrangement excessif. Dean, le père, insiste lourdement sur son admiration pour Obama, tandis que Missy, la mère psychiatre, observe Chris avec une acuité dérangeante. Le malaise s'épaissit lorsqu'il croise les domestiques, Walter et Georgina. Leur comportement n'est pas simplement servile, il est surnaturel. Des sourires qui ne montent jamais jusqu'aux yeux, des mouvements saccadés et des accès de larmes soudains suivis d'un calme robotique. Lors d'une réception annuelle regroupant l'élite blanche locale, Chris se sent comme une pièce de collection exposée. Les invités palpent ses muscles, commentent sa génétique et sa vigueur. Le piège se referme lorsque Missy utilise l'hypnose pour le plonger dans l'abîme, The Sunken Place, une prison mentale où sa conscience flotte dans le vide, incapable de contrôler ses membres. Il découvre alors l'innommable. La famille Armitage dirige l'ordre de la Coagula. Grâce à une procédure chirurgicale clandestine, ils transplantent le cerveau de leurs amis vieillissants dans les corps de jeunes Afro-Américains enlevés. Les victimes ne meurent pas tout à fait. Elles restent spectatrices, hurlant en silence au fond de leur propre crâne pendant qu'un étranger manipule leurs mains et leur voix. Rose, qu'il croyait être son salut, était en réalité la chasseuse en chef, séduisant ses proies avec une précision sociopathique. La fuite de Chris devient alors une lutte pour la réappropriation de son humanité face à une forme de colonialisme biologique absolu. Troisième, le prélude du destin, destination finale 5. Sam Lawton est en route pour un séminaire d'entreprise lorsqu'une vision apocalyptique le frappe. Le pont suspendu qu'il traverse s'effondre dans un fracas de métal hurlant. Pris de panique, il parvient à convaincre Molly, sa petite amie, et quelques collègues de descendre du bus juste avant que la catastrophe ne se produise réellement. Ils sont les survivants du pont, mais leur répit est de courte durée. William Bloodworth, le croque-mort énigmatique, les avertit. La mort n'aime pas être flouée, et elle reviendra pour équilibrer ses registres. Les accidents commencent, d'une cruauté chirurgicale. Une gymnaste se brise lors d'une chute, un collègue finit empalé lors d'une séance d'acupuncture. Sam comprend que l'ordre des décès suit exactement celui de sa vision. Bloodworth leur glisse une règle inédite. Pour tromper la faucheuse, il faut lui offrir une vie en échange. Tuez quelqu'un et vous hériterez de son temps de vie restant. Cette révélation transforme le groupe de survivants en prédateurs paranoïaques, chacun se demandant si son ami ne va pas devenir son meurtrier pour gagner quelques années. Après une confrontation sanglante, Sam et Molly pensent avoir brisé le cycle. Ils s'envolent pour Paris, aspirant à une nouvelle vie. Alors que l'avion décolle, Sam remarque une échauffourée entre deux lycéens et voit l'un d'eux être escorté hors de l'appareil. Le frisson de la reconnaissance le traverse. Trop tard, le vol est le numéro 180. Nous ne sommes pas en 2011, mais en 2000. Ce film est l'origine de tout. L'avion explose, bouclant la boucle temporelle et prouvant que chaque effort pour échapper au destin ne faisait que les rapprocher du point de départ de la légende. Quatrième, l'horreur du passé enfoui.
Barbarian. Tess Marshall arrive à Détroit pour un entretien d'embauche. Son Airbnb, situé dans un quartier délabré, est déjà occupé par Keith, un homme apparemment charmant, mais dont la présence nocturne suscite la méfiance. Le film joue d'abord sur la peur universelle de l'agression domestique, mais le véritable mal est ancré dans les fondations mêmes de la maison. En cherchant du papier toilette au sous-sol, Tess tire sur une cordelette qui révèle un passage secret. Ce qu'elle y trouve dépasse l'entendement. Des pièces d'interrogatoire, des caméras poussiéreuses et un tunnel s'enfonçant dans les entrailles de la ville. La structure du film se brise alors pour introduire AJ, le propriétaire de la maison, un acteur narcissique poursuivi par un scandale. Sa réaction face au tunnel n'est pas l'effroi, mais la cupidité. Il mesure la surface pour augmenter le prix de vente. C'est alors que surgit la mère, une entité humanoïde colossale et terrifiante. Le twist nous ramène aux années 80, sous l'ère de Frank, l'ancien propriétaire. Frank était un prédateur qui kidnappait des femmes pour les enfermer dans ce labyrinthe. La mère est le résultat de décennies de monstruosité, de naissances consanguines forcées et de survie dans l'obscurité totale. Elle n'est pas une tueuse classique, mais une victime ultime dont l'instinct maternel a été horriblement déformé. Elle veut s'occuper de ses prisonniers comme s'ils étaient ses bébés, les forçant à boire du lait dans des conditions immondes. L'horreur ne réside pas tant dans la créature que dans le portrait d'un système de prédation masculine qui a engendré ce cauchemar souterrain. 5. Le théâtre de la démence. The Visit. Becca, une jeune fille passionnée par le cinéma documentaire, et son frère Tyler, un apprenti rappeur plein d'assurance, se rendent dans la ferme isolée de leurs grands-parents, Doris et John. C'est une première rencontre. Leur mère, Loretta, a fui cette maison 15 ans plus tôt, après une violente dispute, et n'a jamais repris contact. Pour les enfants, c'est l'occasion de guérir les blessures du passé. Mais dès la première nuit, l'atmosphère devient irrespirable. La règle est simple, ne jamais sortir de la chambre après 21h30. Derrière la porte close, les bruits sont terrifiants. Becca filme sa grand-mère qui, dans un état de transe, gratte les murs jusqu'au sang ou court à quatre pattes dans les couloirs. Le grand-père, de son côté, manifeste une agressivité latente et semble cacher des choses innommables dans la cabane de jardin. Becca tente de rationaliser. Elle appelle cela le syndrome du crépuscule, une phase de la démence sénile. Pourtant, Tyler sent que le mal est plus profond, plus conscient. Le point de bascule survient lors d'un appel vidéo avec leur mère. Alors qu'elle regarde enfin les visages des hôtes à travers l'écran, son expression se vide de tout sang. « Becca, Tyler, sortez de là. Ce ne sont pas mes parents. » La vérité éclate. Doris et John travaillaient comme bénévoles dans un hôpital psychiatrique local. Deux patients, Claire et Frédéric, les ont assassinés pour usurper leur vie, assoiffés par le désir délirant d'avoir une famille parfaite à tourmenter. Dans la cave, les enfants découvrent les corps en décomposition de leurs véritables aïeuls. Le séjour se transforme alors en une traque sanglante dans un huis clos où la folie a remplacé les liens du sang. 6. L'insurrection des ombres. Youth. En 1986, sur la promenade de Santa Cruz, la jeune Adélaïde s'aventure dans une attraction foraine et se retrouve face à son reflet. Mais ce reflet ne l'imite pas, il l'observe, vivant, autonome. Traumatisée et incapable de parler pendant des années, Adélaïde finit par enfouir ce souvenir. Devenue adulte, elle revient sur les lieux avec son mari et ses deux enfants. Le calme des vacances est rompu par l'apparition de 4 silhouettes rouges dans l'obscurité de leur jardin. Ce sont les reliés. Ces créatures sont des copies physiques parfaites, mais dénuées d'âme, vivant dans un réseau de tunnels abandonnés sous les États-Unis. Elles ont été créées par une expérience gouvernementale oubliée pour contrôler la population de la surface, avant d'être abandonnées à leur propre sort, condamnées à mimer les actions de ceux d'en haut dans une misère absolue. Menés par Red, le double d'Adélaïde, les reliés sortent de l'ombre pour réclamer leur place au soleil, armés de ciseaux dorés pour trancher le lien qui les unit à leurs originaux. Le twist final est un coup de poignard philosophique. On découvre que lors de la rencontre fortuite de 1986, l'enfant des tunnels a assommé l'enfant de la surface et a pris sa place. L'Adélaïde que nous avons encouragée tout au long du film est l'imposteuse, celle qui a volé une vie de confort et de liberté. Red, la prétendue monstre, était la véritable humaine, celle qui a passé sa vie dans les ténèbres à organiser une révolution pour récupérer ce qui lui appartenait. La frontière entre le « nous » et le « eux » s'efface, laissant planer le doute sur qui est le véritable monstre de l'histoire. 7. Le vide de la génération Z. Bodies, bodies, bodies.
Au sein d'un luxueux manoir, alors qu'une tempête tropicale fait rage, un groupe d'amis de longue date décide de tuer le temps avec un jeu de rôle macabre. Sophie, la paria, fraîchement sortie de cure, présente sa nouvelle petite amie Béa à ce cercle de privilégiés obsédés par leur image sociale. Le jeu commence, on éteint les lumières et l'un d'eux doit tuer ses amis en les touchant dans le noir. Mais la fiction devient réalité quand le corps de David, l'hôte de la soirée, est retrouvé la gorge tranchée. Privés de réseau Wi-Fi et d'électricité, ces jeunes adultes, dont la communication repose sur le narcissisme et les mots d'ordre des réseaux sociaux, sombrent dans une hystérie collective. Les accusations fusent, non pas sur des preuves, mais sur des ressentis et des micro-agressions. Ils s'entretuent dans une spirale de paranoïa, utilisant des haltères, des pistolets et des couteaux de cuisine, persuadés qu'un assassin se cache parmi eux pour les punir de leurs privilèges. Le matin se lève sur un tapis de cadavres. Sophie et Béa, les seules survivantes, trouvent le téléphone de David près de son corps. Elles découvrent alors la vidéo qu'il filmait juste avant de mourir. Il ne s'est pas fait assassiner. Il a simplement essayé d'ouvrir une bouteille de champagne avec un sabre de collection pour un défi TikTok. A glissé et s'est ouvert la carotide tout seul. Ils se sont massacrés pour un accident stupide, victimes de leur propre incapacité à exister sans une mise en scène tragique. 8. Le manuel du slasher, Scream. Woodsboro, une petite ville californienne sans histoire, est secouée par une série de meurtres sauvages. Un tueur masqué, Ghostface, appelle ses victimes pour les interroger sur les classiques du cinéma d'horreur avant de passer à l'acte. Sidney Prescott, dont la mère a été assassinée 1 an auparavant, se retrouve au centre de ce jeu mortel. Le tueur semble suivre à la lettre les codes des films de genre. Ne pas avoir de relations sexuelles, ne pas boire, et ne jamais dire « je reviens tout de suite ». La tension atteint son paroxysme lors d'une fête où les suspects sont nombreux. La révélation finale brise le mythe du tueur solitaire. Il n'y a pas un assassin, mais 2. Billy Loomis, le petit ami de Sidney, et son ami Stu. Leur motivation n'est ni surnaturelle, ni grandiose. Billy veut se venger de la mère de Sidney, qui a eu une liaison avec son père, détruisant son foyer. Quant à Stu, il participe par pur ennui et pour le frisson de vivre un film en vrai. Ils ont planifié chaque meurtre pour devenir les survivants héroïques de leur propre scénario, en faisant porter le chapeau au père de Sidney. Ce twist a redéfini le genre en montrant que l'horreur n'est pas une force mystique, mais une construction culturelle manipulée par des adolescents sociopathes. Cependant, Sidney refuse d'être une simple victime de leur script et retourne leurs propres règles contre eux, devenant l'icône de la Final Girl moderne.